Honorables députés, devant vous, l'année dernière, à pareille époque, je prenais l'engagement à placer très haut les vertus et principes cardinaux qui incarnent l'identité de notre cher pays fondé sur la justice et la démocratie. La conservation de ce précieux legs reçu des pères bâtisseurs de notre République aura été le catalyseur principal qui a guidé mon action et inspiré mes décisions à la tête du ministère de la Justice, qui est un des piliers, vous l'avez dit, centraux de nos institutions. Mon département, malgré l'épreuve de la pandémie, de la Covid-19, à laquelle nous avons fait face avec courage, s'est attelé à consolider l'état de droit, l'accès à la justice et à promouvoir le respect des droits fondamentaux des citoyens à travers les différentes directions et services rattachés. En effet, la pandémie de la Covid-2019, apparue dans le courant du mois de mars 2020, a remis en cause nos prévisions et ralenti notre essor et a bouleversé aussi bien la planification budgétaire du ministère que l'articulation des activités et actions à mener. Elle a conduit à un réaménagement substantiel de nos cibles et objectifs sans entamer notre détermination. Toutefois, surprises par ce phénomène inédit, nos administrations ont cultivé la résilience en puisant avec humilité dans leurs ressources propres des énergies requises. Cependant, vous en conviendrez, à l'instar de tout le gouvernement, le département de la justice a démontré sa résilience sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République Macky Sall, qui a relancé la machine économique à travers le PAP 2A du plan Sénégal émergent. En effet, par l'action de nos structures dédiées, nous avons développé une riposte appropriée et des capacités d'adaptation, l'expression des qualités d'une administration chevronnée, rompue à la tâche et généreuse dans l'effort. Et c'est avec plaisir, honorable député, que je vous vois presque à l'unanimité saluer le travail qui a été fait au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire et remercier celui qui l'incarne ici, le colonel Bokandé, que je tenais également à féliciter devant vous. Dans le même sillage, les capacités d'accueil des établissements pénitentiaires ont été sensiblement améliorées, avec notamment l'achèvement des travaux d'extension de la maison de correction de Sébikotane et le camp pénal de Koutal. Le volet de la préparation à la réinsertion sociale n'a pas été en reste. Dans le courant de cette année 2021, de nombreuses initiatives ont été entreprises, dont la dernière en date est le démarrage effectif depuis hier, ce qu'a souligné effectivement l'honorable député, des activités du centre pénitentiaire de formation industrielle qui peut accueillir une centaine de détenus. Ce centre a été effectivement inauguré hier et ce centre va permettre à 100 détenus de travailler. Et ces 100 détenus seront payés exactement comme il aurait été dans n'importe quelle entreprise de ce pays. Et ces 100 détenus, demain, on l'espère, quand ils vont être libérés, pourront continuer de travailler. Nous espérons, et le colonel Bokandé est là, que ce genre de structure, nous allons faire en sorte qu'il soit généralisé. Nous avons obtenu des Sénégalais de valeur qu'ils nous accompagnent. Nous avons un Sénégalais
qui nous a donné 50 hectares à Ross Béthio pour permettre effectivement de faire l'agriculture, l'élevage et la riziculture. Nous avons d'autres Sénégalais qui sont effectivement avec nous pour nous appuyer, parce que, honorables députés, j'ai souvent l'habitude de le dire, on touche du bois, comme on dit dans notre jargon, mais la prison, tout le monde peut y aller. Et notre devoir d'État moderne, parce que c'est d'aider celui qui, à un instant de sa vie, a trébuché, ou il s'est retrouvé en conflit avec la loi, pour l'aider, pour que ce qu'il pense être la catastrophe de sa vie s'avère être une chance que la vie lui a donnée pour se relancer. C'est ça la politique pénale, c'est ça la direction que le chef de l'État nous a indiquée, et c'est dans cette direction que nous sommes en train de travailler. Et je vous assure que les résultats, cette entreprise aujourd'hui c'est 100, je pense que dans quelques mois, on pourra aller jusqu'à 150. Et si on multiplie ça, je crois que beaucoup de détenus sortiront de là-bas totalement formés. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que de mettre quelqu'un en prison, pour une raison ou pour une autre. De le garder presque pendant 2 ans, 3 ans, comme un oisif, que ce type sorte totalement déconnecté du monde et qu'on rejette dans la rue. Ce type est un danger public, pour la simple raison que, pour l'essentiel, souvent, il n'a d'autre solution que de commettre un délit pour retourner en prison. Donc, honorable député, vous me permettrez, juste pour vous donner un exemple, ma première visite du camp pénal de Liberté 6, c'était à la veille de la Tabaski. Et j'ai vu que la cour était remplie de visiteurs. Et j'ai interpellé le colonel Bokandé, qui m'accompagne. Je lui ai dit, mais il y a particulièrement du monde aujourd'hui pour visiter les prisonniers. Il m'a dit non. Ce sont des gens, des parents qui viennent recevoir des détenus l'argent pour la Tabaski. Parce que tout simplement, distingué honorable député, au niveau de ce camp pénal, il y a une boulangerie, il y a une scierie, et il y a des structures qui permettent à ces gens de travailler. Et ces détenus, c'est eux qui continuent à entretenir leur famille. Et ça m'avait totalement touché. Et je m'étais dit que nous avons donc la possibilité d'aller plus loin, de faire en sorte que ces gens, dans le tunnel qu'ils sont, se retrouvent un jour à la lumière et dans l'intérêt effectivement du pays tout entier. Ça, je tenais à vous donner cet exemple-là, et pour vous dire qu'effectivement, que la prison, parfois, personne n'a envie d'y aller, mais ça peut parfois, en fait, si l'État assure son rôle, joue son rôle, la prison peut être également un centre de formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce souci de contenir la population carcérale dans des proportions raisonnables a également justifié en partie la loi 2020-28 modifiant la loi 65-20 du 21 juillet 1965 portant code pénal avec l'institutionnalisation du bracelet électronique comme alternative à la détention préventive et comme mode d'aménagement des peines. Dans le domaine de la protection des enfants, le programme de modernisation de l'éducation surveillée comprend 4 volets: infrastructures, ressources financières, ressources humaines et réinsertion. A été annoncé lors du Conseil des ministres du 10 février 2021. Ce programme vient renforcer les efforts substantiels consentis par l'État au profit de l'enfant en danger, victime, témoin, en situation de conflit avec la loi, à des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, en danger, ainsi que du personnel d'encadrement. En 2022, mon département, conformément aux souhaits des honorables députés, consentira un effort
exceptionnelle au profit de la modernisation du secteur de la justice. Il s'agira de la mise en œuvre d'un programme inédit de modernisation des infrastructures qui permettra, en 6 ans, de la construction des équipements suivants. Vous me permettrez de vous lister effectivement les travaux qui sont programmés. 12 centres d'accueil pour les enfants en danger ou en conflit avec la loi. 42 juridictions comprenant des sièges de cours d'appel, des palais de justice abritant des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, la chancellerie, la Cour suprême, le Centre national d'archives judiciaires, regroupés tous au sein de ce qu'on appellera la cité judiciaire, ainsi que 32 logements pour le président du tribunal ou le procureur, parce que nous savons tous qu'il est important de mettre les acteurs de la justice dans de bonnes conditions. Et nous savons également, pour ceux d'entre nous qui venons des régions de l'intérieur, qu'il arrive que dans certaines villes, petites villes, le juge, le président du tribunal ou le procureur ne puisse pas, même si on veut lui trouver un local, ne puisse pas trouver effectivement un local qui puisse l'abriter. Et nous savons quand même qu'il est nécessaire qu'un président du tribunal ou qu'un procureur de la République soit mis en sécurité et soit mis dans des conditions de respectabilité. Parce que c'est la justice qui le vaut et c'est quand même l'honneur de notre pays qui le vaut. Et donc ça, nous avons prévu de faire en sorte que désormais, dans chaque juridiction, de prévoir un local et pour le procureur et pour le président du tribunal. Donc, au niveau de cette cité judiciaire qui prendra effectivement, qui sera installée là où se trouve aujourd'hui Rebeuss. Et merci, madame honorable députée, d'avoir apporté cette précision. Effectivement, la prison de Rebeuss sera effectivement transportée ailleurs et l'endroit qu'il occupe sera effectivement servira de réceptacle pour les structures dont je viens de vous lister, et notamment également pour la chancellerie. La direction de l'administration pénitentiaire également sera construite, ainsi que la direction de l'éducation surveillée et de la protection de l'enfance, ainsi que 9 établissements pénitentiaires. 9 établissements pénitentiaires. Honorable député, je pense que, avec ce qui a déjà été fait, avec ce bracelet électronique, avec déjà le centre pénitentiaire de Sébikotane, qui est au dernier standard, avec Koutal, avec ces 9 établissements et avec les nouvelles dispositions qui sont prévues dans le cadre de l'aménagement des peines, je pense que dans quelques années, le spectacle de surpopulation dans nos prisons sera un vieux souvenir et que vous auriez tous, même si c'est en simple, parce que les députés peuvent aller dans les prisons, non pas seulement pour voir visiter un détenu de leur famille, mais parce que tout simplement en tant que comportement citoyen, pour savoir ce qui se passe effectivement. Et vous verrez dans ce cas que nos prisons sont devenues des lieux où on peut vivre correctement. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation que toutes les conventions internationales nous imposent. C'est une obligation également qu'en bon croyant, nous sommes tous des croyants au Sénégal, quelle que soit la religion dans laquelle nous appartenons, qu'un croyant doit mettre son prochain dans des conditions de vie, surtout qu'il n'est pas exclu que demain n'importe qui puisse être dans ces conditions-là. Donc, cet ambitieux programme de construction de nouvelles infrastructures inédites, dans sa configuration et son originalité, vise un maillage complet du territoire pour une justice de proximité efficace. Il contribue en même temps à restaurer une certaine équité sociale et territoriale, autrement dit, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.
La création du tribunal d'instance de Keur Massar, à la faveur du décret numéro 2021-1441 du 27 octobre 2021, modifiant le décret 2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l'organisation judiciaire, participe également de cet effet. Il en est de même de l'ouverture très prochaine de la Cour d'appel de Tambacounda et de 12 maisons de justice qui ont déjà été construites et entièrement équipées. L'équité sociale et territoriale dans la distribution de la justice s'est également traduite par la création de nouvelles charges d'huissiers et de notaires et l'offre de services de ces officiers ministériels dans certaines localités qui n'en disposaient pas. D'importantes réformes ont été initiées avec notamment les lois 2021-1001 du 30 juillet 2021 et 2021-1119 du 31 août 2021. Elles vont se poursuivre dans le courant de l'année 2022. Je reste convaincu que toutes ces initiatives sont de nature à hausser notre système judiciaire aux normes et standards de qualité comme réponse adéquate aux attentes citoyennes d'une justice moderne adossée aux principes de transparence, d'accessibilité, de réactivité, de célérité et de flexibilité. Tous ces principes renvoient à la notion de la bonne gouvernance judiciaire à laquelle l'inspection générale de l'administration de justice s'évertue en permanence de donner un contenu réel. C'est ainsi que durant l'année 2021, l'IGAJ a mené des inspections de fonctionnement au niveau de plusieurs juridictions ainsi des missions de suivi-évaluation. Monsieur le Président, honorables députés, le Sénégal est foncièrement et fondamentalement attaché au principe de bonne gouvernance qui est élevé au rang de culte et constitue un avantage comparatif majeur pour notre pays. Les évaluations périodiques auxquelles notre pays accepte volontairement de se soumettre en sont une parfaite illustration. C'est le cas notamment dans le domaine minier. Il convient de signaler, dans le domaine minier, si vous permettez la parenthèse, il ne vous a pas échappé que dernièrement, au conseil d'administration de cette structure, le Sénégal a été noté 94 sur 100. 94 sur 100. Dans la façon, effectivement, dont l'État du Sénégal gère le secteur minier, aussi bien au niveau textuel qu'au niveau, effectivement, concret dans l'aménagement quotidien. Et ça, je pense que tous Sénégalais, notamment les honorables députés, devraient être fiers de cela, parce que c'est le Sénégal qui est honoré. Je porte également à votre attention qu'il convient de signaler également d'ailleurs que la Commission nationale de bonne gouvernance, qui regroupe différents segments de la société civile, a été renouvelée courant de l'année 2021. Le caractère inclusif de cette structure et la diversité du profil de ses membres en font une sentinelle crédible de la gestion des ressources publiques et de la bonne gouvernance en général. Honorables députés, l'essence des responsabilités, le culte de l'État, le principe de la redevabilité et la consécration d'une justice indépendante, je le répète, indépendante et forte, proche du justiciable, reste au cœur de mes priorités. C'est pourquoi, avec le soutien des honorables députés, donc avec votre soutien, je défendrai toujours, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les intérêts des acteurs de la justice, dont je salue l'engagement exceptionnel au service de la République. Beaucoup de vous l'ont dit. Et si vous fréquentez
les institutions internationales, vous comprendrez à quel point notre justice est respectée et nos magistrats recherchés. Je peux vous assurer, ayant été un acteur de la justice, que nous pouvons être fiers de nos magistrats, fiers de nos magistrats, fiers de nos greffiers, très fiers de nos greffiers. Et je pense, s'agissant de la personne qui m'a interpellé relativement aux conditions de vie de ces greffiers, si vous interpellez le président, le secrétaire général, le secrétaire du syndicat des huissiers, il vous affirmera que l'État du Sénégal est en train de faire le maximum pour leur permettre de vivre décemment et dans les meilleures conditions. Ma conviction, honorable député, est que le fonctionnement adéquat du service public de la justice constitue le garant de la démocratie et de la stabilité qui caractérise notre pays. Aujourd'hui, par cette adresse, au-delà des éléments de réponse contenus dans le rapport de l'intercommission des finances et des lois que j'ai personnellement transmise à la représentation parlementaire, je tiens à vous exprimer solennellement l'engagement de la grande famille judiciaire à laquelle vous avez toujours apporté votre soutien dans le cadre de votre vote de budget et que vous prenez en charge rigoureusement et assidûment les importantes contributions ici enregistrées. C'est pourquoi j'ai instruit les services de rester à l'écoute des députés, à votre écoute, à travers un partenariat exemplaire que je pense avoir lié avec effectivement la représentation parlementaire par ses démembrements respectifs. Monsieur le Président, honorables députés, permettez-moi maintenant de répondre aux questions des honorables députés.